Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième jeudi de la Fondation. Aujourd'hui, ce jeudi est intitulé La bio-inspiration comme solution écologique, utiliser les plantes pour dépolluer les eaux. Alors, l'idée, c'est que dans le cadre du Pacte vert européen qui a été publié là en 2021, la Commission européenne a affiché une ambition zéro pollution et est en train de mettre en place un plan d'action qui est prévu pour cette année et dont l'objectif est de protéger les citoyens et les écosystèmes et leur santé en améliorant notamment la prévention, mais également la réparation des préjudices liés à la pollution dans les différents milieux, que ce soit l'eau, l'air et les sols, évidemment. Alors, protéger, oui, mais restaurer, comment faire? Et peut-être qu'une partie de la réponse se trouve ici ce soir au cours de ce séminaire. Alors, la dépollution des sols, évidemment, via une technique qui s'appelle la bioremédiation, ou ici plus spécifiquement la phytoremédiation. Donc, cette phytoremédiation pour dépolluer les sols, cette phytoremédiation, par exemple, pour épurer les eaux usées, entre autres. Donc, beaucoup d'applications. Mais finalement, cette phytoremédiation, elle est plus complexe qu'on ne le pense, puisqu'on peut éliminer les polluants, métaux et pesticides, on peut les concentrer ou on peut les dégrader. Et puis cette phytoremédiation, finalement, de nombreuses questions, comment ça fonctionne, et puis sur quelle temporalité, comment faire en fait. Et pour nous en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Claude Grison, qui est directrice de recherche au CNRS et spécialiste de cette bioremédiation, phytoremédiation, et également directrice du laboratoire de chimie bio-inspirée et innovation écologique à Montpellier. Alors bonsoir docteur Grison, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour nous éclairer Merci. sur cette phytoremédiation. Alors, je vois que de nombreux participants nous ont rejoints. Comme d'habitude, je vous fais un petit point logistique avant de laisser la parole à Madame Grison sur cette phytoremédiation et cette bioremédiation. Simplement, au milieu de la présentation de Madame Grison, celle-ci va vous poser une question et vous aurez l'opportunité de nous donner la réponse. On vous laissera à peu près 1 minute pour répondre dans le chat. Et à la fin, j'espère qu'on aura un débat riche à la fin de la présentation de Madame Grison sur ces techniques de phytoremédiation. Et à ce moment-là, je réapparaîtrai et j'aurai l'occasion d'ouvrir vos micros et vous pourrez poser vos questions directement au docteur Grison pour lancer le débat. Voilà, donc il vous suffira de lever la main. Vous avez une petite main rouge qui s'affiche sur votre écran et je pourrai ouvrir votre micro et vous donner la parole. Voilà, et sans plus tarder, je laisse la place à Madame Grison et je vous souhaite une excellente conférence. À tout à l'heure. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je vais effectivement vous parler de solutions écologiques, de solutions complètement inspirées de la nature, donc qui permettent de nourrir des espoirs dans le domaine de la dépollution d'écosystèmes, tout d'abord terrestres, et puis très vite, on s'intéressera au milieu aquatique, qui est peut-être encore plus préoccupant. Donc, quelques éléments de contexte qui malheureusement rappellent donc une situation difficile. Eh bien, donc dans un premier temps, je rappellerai ce que l'on connaît, mais qu'on ne doit surtout pas oublier, c'est donc une pression démographique énorme, puisque on considère qu'à l'horizon 2050, on sera plus de 9 milliards d'habitants, ce qui pose donc un problème évident d'accès à la ressource, en particulier ressources alimentaires. Si on prend en compte bien le réchauffement climatique, dont on parle beaucoup en ce moment, mais qui n'est qu'un élément de cette situation préoccupante. La perte de la biodiversité, donc vous voyez ici par exemple l'image d'un affluent du Rhône complètement recouvert par des plantes aquatiques envahissantes qui étouffent la vie aquatique et qui menacent la biodiversité de ces systèmes aquatiques. La mondialisation du vivant, qui a elle aussi réparti des espèces qui ne sont plus dans leur habitat naturel et qui sont tout aussi menaçantes, telles que par exemple le moustique tigre que vous voyez ici en photo, qu'on connaît bien dans le sud de la France et qui est préoccupant en termes de maladies vectorielles qu'il propage, donc de ces plantes envahissantes, mais également des dommages environnementaux qui sont une menace supplémentaire
pour les écosystèmes. Vous voyez là bien l'image d'un affluent non loin en fait de Carcassonne qui rappelle donc ces menaces pour la nature, pour la biodiversité et bien sûr pour nous-mêmes et qui sont des facteurs supplémentaires préoccupants et qui posent vraiment une question de base, eh bien comment va-t-on réussir à nourrir la planète dans de telles conditions? Donc, loin de moi de vous proposer une soirée pessimiste avec tous ces sujets, mais plutôt pour rappeler que face à ces préoccupations, eh bien, des solutions existent, en particulier des solutions complètement inspirées de la nature. Et je souhaitais donc les partager avec vous. Donc, vous allez voir sur donc, la diapo suivante. Voilà, un petit problème technique, je suis désolée. Peut-être que Mathilde pourra m'aider à résoudre ce problème technique. Voilà, donc je vais faire autrement. Donc, comment résoudre donc, ces problèmes? Comment trouver des solutions dans la nature? Eh bien, donc, ce qui nous intéresse en particulier au laboratoire, eh bien, c'est d'observer les réactions des espèces végétales. Pourquoi s'intéresser à ces espèces? Eh bien, elles sont dans une situation qui est tout à fait particulière, à savoir, donc, compte tenu de leur immobilisme, quand elles sont soumises à des stress, en particulier celui de la pollution, en fait, elles n'ont qu'une solution, c'est soit s'adapter ou alors elles sont condamnées à disparaître. Bien, face à la pollution, il est assez extraordinaire de voir quelles sont les solutions d'adaptation de la nature. En particulier, donc ces plantes terrestres, vous voyez par exemple au milieu, donc cette photo au centre avec cette plante aux fleurs jaunes, eh bien, c'est une plante qui arrive à se développer sur des sols qui sont naturellement riches en nickel. Un nickel qui est toxique pour toute vie, en particulier des espèces végétales. Et pourtant, eh bien, donc ces espèces ont développé des stratégies pour séquestrer le nickel comme pour mieux s'en protéger. Elles font avec et elles se développent naturellement. On trouve des scénarios identiques dans des systèmes aquatiques où des plantes eh bien, vont réussir à s'adapter, à faire avec une pollution locale pour se développer et survivre. Donc tout ceci nous a fortement interpellés et a suggéré des solutions possibles. Le point de démarrage de ces travaux, donc vous le voyez sur cette photo, donc c'est sur un site minier qui est à Saint-Laurent-le-Minier, donc à 50 km de Montpellier, entre Nîmes et Montpellier, donc dans le Gard, un haut lieu de l'activité minière passée. Si aujourd'hui cette activité n'existe plus, eh bien, elle a pourtant laissé des séquelles importantes. On voit ici ce qu'on appelle un bassin de décantation, un endroit où on entreposait, où on lavait le minerai. Et aujourd'hui, eh bien, ce site est fortement contaminé puisqu'on peut y trouver jusqu'à 500 à 800 fois plus de métaux tels que plomb, cadmium ou zinc que ce que tolèrent donc les normes européennes. Inutile de dire que ce sol est très pauvre en biodiversité. Quasiment aucune espèce végétale ne peut survivre. D'ailleurs, très peu d'espèces bactériennes sont encore présentes dans ce sol, donc qui est à un degré de contamination particulièrement élevé. Et pourtant, ce qui nous avait interpellés sur ce sol, eh bien, donc il y a quelques années, c'était l'observation de plantes qui arrivaient à survivre. Vous les voyez ici en photo, donc certes très peu développées, dont la croissance est difficile, mais elles sont présentes. Et ça nous a fortement attiré notre attention. Parmi elles, on a trouvé des plantes qu'on appelle tolérantes, c'est-à-dire qui arrivent à survivre malgré ce haut degré de pollution. Et deux d'entre elles donc font encore mieux. Elles ont été identifiées comme des plantes dites hyperaccumulatrices, notamment de zinc, l'élément métallique le plus abondant. C'est vraiment une stratégie d'adaptation naturelle sur ce site, donc une stratégie de survie pour ces deux espèces particulières. Donc ceci a suggéré pour nous une idée qui n'avait pas encore été développée, c'est peut-on s'appuyer sur le développement intense de ces plantes pour bâtir ce qu'on appelle un programme de réhabilitation de ce site. Dans d'autres termes, peut-on utiliser cette technique naturelle de phytoextraction, d'adaptation de ces plantes sur ce site pour le réhabiliter, pour introduire un couvert végétal intense qui pourrait protéger ce sol de l'envol des poussières métalliques en fait, qui impactent fortement les habitations voisines. Donc ça a été le point de départ avec comme scénario eh bien, mieux comprendre le développement de ces espèces et cette technique de phytoextraction naturelle, c'est-à-dire d'extraction des métaux qui sont présents dans le sol
par le système racinaire, le transport de ces métaux, puis le stockage de ces aimants métalliques dans les feuilles, dans les parties aériennes, où ils sont mis bien à l'abri par la plante, par un scénario qui est vraiment impressionnant en termes de stratégie, de mécanisme interne de la plante, qui va les stocker comme pour mieux s'en protéger. Donc, c'était le point de départ de ces recherches, qui nous ont permis de bâtir un premier programme de phytoextraction pour montrer qu'il était possible de remédier à ces scénarios de pollution. Donc, ces travaux ont démarré en 2008 dans ce contexte de pollution majeure. Et bien sûr, avant d'entamer des travaux sur site, il a fallu comprendre la physiologie particulière de ces espèces végétales, savoir comment elles arrivaient à survivre. Et on s'est rendu compte en particulier que les micro-organismes du sol jouaient un rôle fondamental. En particulier, l'une d'entre elles, vous voyez une inflorescence de cette plante jaune, une des 2 hyperaccumulatrices du site, qui est une légumineuse. Donc un scénario exceptionnel. Il faut savoir que sur ce site, ces 2 plantes font partie des plus grands hyperaccumulateurs connus au monde. Donc c'est vraiment un cas d'adaptation remarquable. Et trouver une légumineuse est encore plus rare. Et ça nous a beaucoup interpellés de trouver une légumineuse hyperaccumulatrice de zinc. Pourquoi? Parce que avant de comprendre ses propriétés d'hyperaccumulation de zinc, c'est une légumineuse au sens classique du terme, à savoir une plante qui, comme par exemple les petits pois ou autres légumineuses qu'on connaît bien, donc vit en symbiose avec une bactérie du sol. Ici, il a fallu l'identifier. C'est une bactérie nouvelle, capable de survivre dans un sol très contaminé. Et cette bactérie, qui est reconnue par les légumineuses, qui acceptent de se laisser contaminer. Alors pourquoi? Parce que cette bactérie est capable de transformer l'azote qui est dans l'air en ammonium. Ici, ça prend tout son sens, puisque ce sol fortement pollué est dépourvu de nutriments, en particulier d'azote. Et bien là, cette bactérie est capable d'enrichir naturellement le sol en azote et en cède une partie à la légumineuse. Très important, l'azote va permettre à la légumineuse de produire toutes les protéines dont elle a besoin. En échange, la légumineuse va rétrocéder les sucres qu'elle synthétise par photosynthèse à la bactérie qui en a un besoin énorme, en particulier dans ce sol, et aussi pour ce travail de transformation de l'azote en ammonium, une transformation donc énergivore pour la bactérie. Donc cette vie en symbiose est absolument extraordinaire sur un site vraiment très très pauvre en nutriments utiles au développement des plantes. Donc pour nous, c'était vraiment une opportunité et la connaissance de cette symbiose très particulière entre une bactérie nouvelle qui a réussi à survivre, il a fallu comprendre comment, pourquoi c'était adapté, pourquoi elle et pas une autre. Et puis, les physiologies à part de ces 2 espèces végétales nous ont permis de progresser, de réussir tout d'abord la germination de ces plants sauvages au laboratoire, puis leur installation pour la première fois après 4 années de recherche sur ce site hautement pollué. Après ce travail, 2 ans après, on a pu observer avec bonheur le développement intense et naturel de ces 2 espèces. Ces 2 espèces végétales qui extraient le zinc et le stockent dans leurs feuilles, qui devenaient naturelles, était quelque chose d'un petit peu inespéré, qui a montré que la dynamique végétative sur ce sol reprenait de façon naturelle et non assistée, et elles ont servi tout simplement d'espèces pionnières. Aujourd'hui, elles ont laissé la place à des plantes plus communes, tout simplement tolérantes à la pollution, et on peut dire que la nature a repris ses droits. Donc voilà, quelque chose de tout à fait intéressant et qui a montré que oui, en utilisant les solutions de la nature, on pouvait développer à grande échelle, dans un lieu de haute contamination, un programme de réhabilitation en s'appuyant sur une stratégie naturelle de phytoextraction. Ce résultat nous a fortement encouragés. À développer cette fois-ci un autre scénario, encore à plus grande échelle, dans un autre contexte de pollution, en Nouvelle-Calédonie. On sait tous que la Nouvelle-Calédonie est un territoire formidable en termes de biodiversité. C'est un territoire extrêmement riche, c'est un point chaud de la biodiversité mondiale. On le connaît tout d'abord pour son lagon, qui est un des plus grands du monde et qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Mais on sait peut-être moins qu'il s'agit aussi d'un territoire où il y a 88% d'espèces dites endémiques, c'est-à-dire propres à la Nouvelle-Calédonie, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Vous connaissez peut-être la mangrove avec le cœur de veau, qui a fait l'objet de photos qui ont circulé de façon intense. C'est un exemple particulier donc, de cette richesse unique en espèces végétales du territoire calédonien. Quand on s'intéresse un petit peu à l'écologie, on connaît aussi d'autres espèces uniques. En particulier ici, vous voyez cet arbre à la sève bleue. Pourquoi une sève bleue? Eh bien, c'est un arbre qui s'est habitué à des concentrations inhabituelles de nickel dans le sol. L'histoire géologique du territoire calédonien a entraîné des concentrations très élevées de nickel, mais aussi de chrome, de cobalt, de fer, de manganèse dans le sol, mais surtout de nickel. Le nickel est fortement toxique, autant pour les plantes que pour nous-mêmes, et pourtant cet arbre extrait sans arrêt ce nickel jusqu'à 20% dans sa sève, d'où cette couleur bleue, couleur sel de nickel, pour aller le stocker, là encore, dans ses feuilles. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, donc qui est très inspirant. C'est une véritable curiosité scientifique au niveau mondial qui pose encore beaucoup de questions. Mais qui rappelle voilà, l'adaptation de la nature à ces contraintes qui lui sont imposées. Alors, qui dit nickel dans le sol et dans ces plantes, dit aussi bien sûr exploitation de cette ressource nickel. Vous voyez ici un affleurement de nickel donc qui est exploité de façon intense encore aujourd'hui et dont on bénéficie. Par exemple, vous connaissez bien le nickel, travaille à travers notamment l'inox, dont c'est un des composants. Donc, bien sûr, il y a aussi cette exploitation intense de la ressource pour des usages qui nous concernent. Alors, comment se passe l'exploitation du nickel? Eh bien, tout d'abord, ce sont des mines à ciel ouvert. Vous en voyez une ici, une mine moderne au nord de la Nouvelle-Calédonie, qui est juste à côté du lagon calédonien. Donc, on pressent vite donc les conséquences de cette exploitation. Donc toutes les mines sont à ciel ouvert. Vous voyez notamment comment ça se passe. Donc avec une exploitation du sol, des excavations des terres pour arriver jusqu'au minerai. Et donc ces exploitations intenses sont une conséquence immédiate, c'est qu'après exploitation d'un site, eh bien la végétation ne peut pas reprendre. Le sol est trop fortement dégradé. Et donc on est en terre tropicale avec des cyclones, des orages extrêmement violents. Et quand il n'y a plus aucune végétation, eh bien la conséquence lors de ces orages est irrémédiable, c'est qu'il y a une forte érosion en fait des sols. Il n'y a plus aucune végétation pour retenir les eaux apportées par ces orages ou ces cyclones, et tout est emporté, y compris malheureusement les habitations. Ce sont des épisodes qui reviennent fréquemment. Donc des conséquences bien sûr dramatiques pour la population. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a plus de 23 000 hectares de surface qui sont dégradées, donc qui sont soumises à ces érosions lors des événements donc orageux. Comment trouver des solutions dans ces contextes? Eh bien, on a essayé de transposer ce qu'on avait réussi à faire dans le Gard en Nouvelle-Calédonie, mais en utilisant la biodiversité locale qui est extrêmement riche. Donc, c'est une véritable opportunité pour ces programmes de phytoextraction. On a travaillé avec les opérateurs miniers français, que sont la société Le Nickel et Koniambo Nickel, pour répartir donc cette technologie sur différents sites, dans différents contextes, en équilibrant nos efforts entre donc les provinces sud et nord, et en utilisant exclusivement la biodiversité locale de façon extrêmement rigoureuse. Ceci nous a permis d'étendre ces programmes de phytoextraction. Donc, vous voyez, avec bien sûr l'appui logistique des opérateurs miniers, mais aussi la population locale, l'organisation locale qui est très importante, qui nous a permis de réussir, de développer des plantes donc pionnières, hyperaccumulatrices de nickel, de manganèse, puis les installer sur site quand elles ont acquis une certaine maturité avec des protocoles qu'on a étudiés et un suivi de la croissance de ces espèces avec notre chercheur présent sur le territoire pour progresser sans arrêt dans ces programmes de phytoextraction. Donc aujourd'hui, il y a un suivi de plus de 6 hectares de ces programmes de phytoextraction qui sont donc extrêmement encourageants. Mais bien sûr, il ne faut jamais oublier qu'ils ne sont pas simples et qui s'inscrivent dans une démarche de long terme qui fait référence à, je veux dire, un concept, celui de la restauration écologique,
qui est extrêmement cadré, hein, qui est très bien défini et qui est vraiment un programme sur le long terme, qui doit prendre en compte les contraintes, bien sûr climatiques. On est en milieu tropical, ça veut dire 6 mois de sécheresse où il ne tombe pas une seule goutte d'eau, hein, ce qui est donc forcément très dur pour ces programmes de restauration, et 6 mois d'orages violents qui peuvent emporter facilement les jeunes plants installés. L'altitude, malheureusement, beaucoup de sites miniers sont en altitude et sont rédhibitoires pour beaucoup d'espèces, même locales. Mais le plus dur, c'est bien la composition du sol, avec beaucoup d'éléments métalliques qui sont toxiques pour les plantes, nickel, manganèse, fer, chrome, cobalt, et malheureusement très, très peu de nutriments qui sont utiles pour la croissance de ces plantes, notamment très peu de phosphore, de calcium, de potassium ou de sodium. Donc on est obligé de planifier ces efforts dans la durée en installant tout d'abord ces espèces pionnières qui accumulent manganèse ou nickel, puis installer dans un deuxième temps des légumineuses adaptées, locales, tolérantes à cette pollution, un petit peu comme on l'a fait dans le Gard pour réintroduire naturellement de l'azote dans le sol et pour préparer bien des niches écologiques qui nous permettront d'augmenter la biodiversité des espèces introduites pour essayer de s'approcher du contexte initial. C'est ce qu'on appelle vraiment la restauration écologique. Essayer de restaurer les écosystèmes tels qu'ils étaient avant. Dans tous les cas, essayer de s'en rapprocher au maximum. Quand on développe tous ces programmes, on se rend très vite compte que la pollution du sol, comme j'ai expliqué, impacte très vite les systèmes aquatiques. Et il y a un véritable continuum, malheureusement, de pollution entre le sol et l'eau. Or, l'eau est un véhicule extrêmement puissant de cette pollution. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vite prendre en compte. C'est d'autant plus préoccupant que, bien on sait, des dérèglements climatiques ont un impact très fort sur l'eau. On considère, le pôle français de l'eau, le PFE, considère que l'eau est d'ailleurs la première ressource concernée par ce réchauffement climatique, mais aussi par cette pollution. Si tous les indicateurs sont rouges, pour nous, il était absolument essentiel d'essayer de réfléchir à d'autres solutions inspirées de la nature pour donc participer aux efforts de dépollution des systèmes aquatiques pour essayer de les préserver au maximum. C'est ce que rappelle d'ailleurs l'UNESCO, mais aussi l'ONU, à travers les objectifs de développement durable. Deux de ces objectifs concernent étroitement le développement de solutions de restauration de ces écosystèmes et de préservation des systèmes aquatiques avec toute la flore et la faune qui habitent ces systèmes aquatiques. Donc un enjeu majeur qui nous a extrêmement motivés et qui va être l'objet de la suite de ma présentation. Donc comment développer des solutions? Eh bien, comme on l'avait fait pour les systèmes terrestres, on a cherché des plantes aquatiques qui avaient des propriétés particulières d'adaptation à ces scénarios de dépollution. Donc on a sélectionné des plantes aquatiques dont il y avait des indices forts de capacité de séquestration de ces polluants. Ceci nous a donc entraîné vers l'étude de ces plantes, tout d'abord de ces plantes vivantes, bien sûr, comprendre pourquoi elles avaient ces adaptations de séquestration d'éléments métalliques, notamment de polluants. On s'est vite rendu compte que ces propriétés étaient étroitement liées à leur mode de vie en milieu naturel. Ainsi, par exemple, vous voyez ici des plantes flottantes qui étaient développées par un pépiniériste proche du laboratoire qui est spécialisé dans les systèmes aquatiques. Et ces plantes flottantes, tout simplement, en fait, pour des conditions de survie, là aussi, sont obligées d'avoir un système racinaire bien fait, bien développé, pour séquestrer le moindre élément métallique qui passe, en fait, dans un effluent qui dilue ces aimants métalliques et la plante en a un besoin absolu. Vous voyez ces parties aériennes vertes, riches en chlorophylle, il faut absolument que ces plantes arrivent à capter du magnésium pour développer ces parties aériennes et tout le système de flottation. Donc voilà, elles ont tout simplement un système racinaire très adapté à la séquestration des éléments métalliques. Et les chimistes que nous sommes aussi, par ailleurs, au-delà du pourquoi, se sont souvent demandé mais comment ces plantes faisaient pour séquestrer ces aimants métalliques, y compris en milieu dilué. Eh bien, la réponse a été très surprenante. On s'est rendu compte que ces plantes, en fait, étaient passives devant la séquestration de ces aimants métalliques. Elles avaient tout simplement un système racinaire qui était chimiquement bien fait.
Elles ont des antennes moléculaires donc, qui sont là pour séquestrer le moindre élément métallique qui passe. Ainsi, si on transforme ce système racinaire, donc on le sèche, qu'on le broie sous cette forme de poudre végétale que vous voyez ici, eh bien, elles gardent leur propriété de séquestration d'éléments métalliques. C'est donc bien de la chimie. C'est donc tout simplement une structure moléculaire idéale que la nature a développée chez ces plantes flottantes et qu'on conserve quand elles sont mortes. Ceci nous a tout de suite interpellés et nous a montré qu'il était possible eh bien, de transformer ces racines, ces poudres, en véritables filtres végétaux pour aller dépolluer des effluents miniers contaminés, des effluents de carrière où on exploite ces matériaux pour les futurs granulats de nos autoroutes, ou tout simplement pour l'industrie chimique qui rejette des effluents qui sont riches en éléments métalliques. Donc, on a essayé d'utiliser cette propriété de filtre végétal pour dépolluer ces systèmes aquatiques. La première idée a été de les mettre en œuvre sur des scénarios de pollution qui nous interpellent. Et là, on retourne un petit peu dans le Gard, dans une très grande mine, qui a été une des plus grandes mines d'Europe d'exploitation du zinc, qui se trouve donc à une cinquantaine de kilomètres de Montpellier, entre Nîmes et Montpellier, où donc à l'époque de son exploitation, qui n'est pas si ancienne que ça, eh bien, donc pour exploiter le minerai à grande échelle, à dimension européenne quand même, et on a dû creuser un réseau de galeries de plus de 300 kilomètres. Aujourd'hui, toutes les eaux d'infiltration percolent dans ces galeries, entraînent la dissolution des éléments métalliques qui sont toujours présents, zinc, cadmium, plomb, fer, et donc ces eaux sortent de ces galeries donc avec un fort débit, et donc eh bien, les opérateurs miniers sont obligés de traiter ces eaux en fait pour donc qu'elles ne viennent pas polluer le village qui se situe juste en amont de la mine. C'est une vraie préoccupation de préserver donc la rivière adjacente à cette mine de la pollution, puisqu'on se situe dans le sud de la France, dans le Gard, où donc le réchauffement climatique crée aussi par ailleurs un scénario qui peut paraître un contraste, mais plusieurs mois de forte sécheresse, où l'accès à l'eau est une véritable question, en particulier pour toutes les activités agricoles et viticoles, mais aussi créer au début de l'automne des scénarios assez durs, des orages violents qu'on appelle des épisodes cévenols, où les masses d'air chaud de la Méditerranée, au contact des masses d'air froid qui émanent des Cévennes, donc créent des épisodes violents qui vont entraîner très rapidement, après 6 mois de sécheresse, eh bien, une inondation de la région et une exposition de la région, donc à, je veux dire, une inondation, mais aussi bien sûr à des scénarios de pollution. Donc un scénario qui nous interpellait, sur lequel on a voulu proposer des solutions. Alors, quelles sont les solutions au quotidien avant de penser à ce que la nature peut suggérer comme idée? Bien, les solutions aujourd'hui pour traiter ces effluents, d'un point de vue général, utilisent ce qu'on appelle un traitement à la chaux, donc qui vient donc de carrières de calcium. Cette chaux est utilisée sous forme de lait de chaux que vous voyez en photo, qui a comme propriété de faire précipiter la plupart des éléments métalliques. C'est une solution qui est efficace, c'est sûr, et on peut dire aujourd'hui, heureusement qu'elle existe, mais elle pose quand même des problèmes. Le problème le plus important, au-delà des difficultés techniques, eh bien, c'est la formation de boue que vous voyez ici, en quantité très importante, qui constituent des déchets complètement indésirables, dont on ne sait que faire. Des déchets qui sont quand même riches en éléments métalliques qui peuvent être problématiques, donc des déchets toxiques, qui doivent être accueillis dans des sites de stockage qui malheureusement sont à la limite de la saturation. Autre problématique qu'on ne doit pas oublier non plus, c'est que le traitement à la chaux libère des effluents certes dépourvus d'éléments métalliques, mais dont le pH est très basique, donc ce qui est quand même une difficulté. Donc on comprend bien que ces solutions qui présentent des dangers et qui sont coûteuses, eh bien, ne sont pas satisfaisantes compte tenu des déchets générés. Encore une fois, encore faut-il être capable de proposer des solutions pour les remplacer, ce qui est bien sûr une énorme difficulté. Nous avons pensé que nos filtres végétaux, issus des systèmes racinaires des plantes aquatiques, pouvaient être cette solution. Donc on a commencé par étudier au laboratoire nos filtres végétaux, donc tout d'abord à petite échelle, en choisissant des espèces végétales
donc adaptés. Et on a vu qu'il y avait des filtres qui avaient une forte affinité pour le fer. D'autres filtres qui émanaient d'autres espèces aquatiques avaient alors une forte affinité pour le zinc, le plomb, le cadmium. Donc on a imaginé des procédés, tout d'abord au laboratoire, qui permettaient de pomper cette eau et de traverser ces filtres pour retenir donc fer, zinc, cadmium et plomb, et pouvoir rejeter après, passage sur ces filtres, l'eau dans l'environnement en répondant aux normes de rejet. Donc cette étude a été tout à fait positive et nous a permis de développer à grande échelle des procédés permettant de traiter ces eaux avec efficacité. Alors, quelles sont ces fameuses plantes qui peuvent constituer ces filtres végétaux dépolluants? Il y en a de deux familles différentes. La première, qui nous a beaucoup intéressés, c'est la menthe aquatique, comme chef de file de plantes locales. Donc une plante passionnante, pleine de ressources. Tout d'abord, ses parties aériennes qu'on a beaucoup étudiées, notamment ses inflorescences qui sont constituées d'un nectar très très intéressant d'un point de vue qualité nutritive pour les insectes pollinisateurs, comme les abeilles par exemple, mais qui sont capables aussi de développer un système raticinaire très puissant pour aller dépolluer ces effluents. Bon, il se trouve que la menthe aquatique est très motivante. Malheureusement, elle est menacée de disparition à cause du réchauffement climatique, et on le verra, dû aussi au développement d'espèces invasives qui sont en train de l'étouffer complètement. Donc, il a fallu apprendre à la cultiver de façon intense, de façon à préserver la ressource naturelle. Voilà, ce qui a été possible après un travail de recherche en collaboration avec un pépiniériste, apprendre à développer de façon intense cette menthe aquatique et son tapis racinaire qui peut alimenter les filtres de dépollution. Et derrière, en travaillant sur ce système aquatique, on a eu la chance de rencontrer des gestionnaires des bassins versants. Ça vous intéresse, je pense, au niveau de la fondation, puisque on a travaillé avec et on travaille toujours avec la Compagnie nationale du Rhône et des établissements publics comme le TPB Gardon. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont partagé le drame de ces plantes aquatiques envahissantes. Vous en voyez ici en photo, on est à Montpellier, mais donc ces plantes remontent tous les affluents du Rhône, notamment avec c'est cette plante qui est connue pour ses inflorescences, qui est très jolie certes, par exemple la Jussido, mais qui est malheureusement en train de se développer de façon complètement incontrôlée sur de nombreux affluents. La laitue d'eau aussi, la renouée du Japon, qui est connue pour se développer de façon anarchique sur les berges de nos rivières et de nos fleuves. Ceci est en train d'atteindre l'Europe, parce qu'on arrive à la retrouver maintenant jusqu'aux Pays-Bas. Donc c'est une véritable catastrophe environnementale qu'on ne connaît pas suffisamment. Et en travaillant avec tous ces gestionnaires de ces bassins versants, on étudiait ces plantes et on a vu qu'elles étaient douées d'un système racinaire qui ressemblait beaucoup à celui de la menthe aquatique. C'est doué notamment de capacités de dépollution intense. Et bien maintenant, on travaille de concert avec ces gestionnaires des bassins versants pour participer à ces récoltes intenses tout l'été et les transformer en filtre végétal dépolluant. Et donc, c'est un fort encouragement, un fort soutien aux efforts de récolte de ces espèces exotiques envahissantes, parce que ces plantes, du coup, maintenant ont trouvé un usage intéressant pour dépolluer, et bien sûr mortes sous forme de poudre, où elles sont devenues complètement inoffensives, elles peuvent plus se développer. Donc, ceci a été extrêmement intéressant pour nous, et nous avons voulu développer ce programme d'une façon à grande échelle pour être acteurs dans ces opérations de dépollution, ce qui nous a amené à créer une start-up qui s'appelle BioInspire et qui travaille maintenant aux côtés du laboratoire pour développer tous ces programmes de la façon la plus intense possible. Vous voyez un petit peu comment ça se présente. Vous voyez ici le contre-canal du Rhône qui chaque été est complètement envahi par notamment la laitue d'eau. Donc des entreprises qui travaillent en lien étroit avec la Compagnie nationale du Rhône passent plusieurs mois à récolter ces laitues d'eau. Et donc nous, on vient les récolter, puis les conditionner au laboratoire pour les transformer en futurs filtres végétaux pour dépolluer l'eau. Donc on a trouvé un usage qui nous permet d'apporter un soutien
et de transformer un peu ces récoltes qui étaient un peu désespérantes pour les opérateurs en des plantes qui deviennent utiles et qui permettent de soutenir ces efforts de récolte intense tous les étés. Alors aujourd'hui, vous voyez un petit peu comment se passe le travail. On est face à cet effluent qui sort des galeries minières. Vous voyez ici, c'est la première mise à l'air de ces effluents qui sortent avec un très haut débit des galeries, 15 mètres cubes heure, chargés en éléments métalliques, qui viennent alimenter nos filtres. Donc un premier ici, rempli de poudre végétale issue des plantes exotiques envahissantes. D'autres espèces qui alimentent le second filtre qui va capter le zinc. Donc ce pilote nous permet de progresser sur ces techniques pour espérer un développement industriel dans les mois ou années futures. Et puis nous avons essayé d'aller plus loin et d'étendre donc ces capacités de dépollution à des scénarios encore plus complexes. Et vous voyez là le laboratoire et la société BioInspire qui essaient de résoudre un problème encore plus complexe, celui de la pollution de l'eau à l'arsenic. Et là, on change de côté, on est du côté Occitanie-Ouest, où on se rapproche de Carcassonne. Et vous connaissez peut-être toutes les difficultés de la vallée de l'Orbiel, qui sont proches de la mine de Salsigne, où les inondations, avec les épisodes cévenols aussi, donc sont une véritable catastrophe, puisqu'à chaque fois, ils drainent des effluents qui sont chargés en arsenic. Donc on essaie de mettre en œuvre les mêmes stratégies, là aussi complètement inspirées de la nature. On mime en fait des propriétés que la nature a mises en évidence d'affinité de l'arsenic pour des éléments métalliques. On mime la même attitude, la même propriété que la nature a réalisée pour essayer de piéger cet arsenic à travers nos filtres végétaux. Donc, ces filtres végétaux, en fonction des espèces végétales utilisées, du conditionnement donc de ces poudres racinaires, nous permettent aujourd'hui de développer des technologies qui vont capter des métaux de nature extrêmement différente. Ce qu'on appelle les métaux stratégiques, donc vous en connaissez, je pense, l'usage, par exemple le palladium, le platine, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Ils sont des métaux stratégiques puisqu'ils appartiennent à ce qu'on appelle la famille des platinoïdes. Le palladium notamment, qui aujourd'hui coûte plus cher que l'or et dont le cours ne cesse d'augmenter. On y reviendra. Donc vous voyez ici l'évolution du cours du palladium, qui est une véritable préoccupation, parce qu'il a beaucoup d'usages. On en parlera tout à l'heure dans les pots catalytiques, il est très important, mais il est aussi extrêmement utile et indispensable à l'industrie chimique, notamment pour la préparation de médicaments. Il est en situation de criticité au niveau mondial. Pourquoi? Parce que les ressources sont concentrées en fait sur deux pays, principalement la Russie. Donc vous imaginez la complexité du contexte géopolitique et donc l'industrie chimique est fragilisée par cette situation. Les terres rares, donc on connaît aussi la problématique, indispensable dans les énergies dites vertes, mais là, les ressources sont surtout concentrées sur la Chine. Là encore, l'industrie chimique européenne en est complètement dépendante. Donc on voit toute la pertinence à savoir recycler ces éléments métalliques dans des effluents. Les métaux primaires, plus communs, manganèse, nickel, j'en ai parlé, l'usage en inox ou les batteries, le cuivre, le zinc, le fer, indispensables dans beaucoup d'usages, la chimie notamment, mais pas que, donc beaucoup de matériaux. Et là, ils sont là aussi donc en situation critique. Donc le pôle interministériel d'anticipation des mutations économiques fait valoir une situation critique au niveau mondial de ces ressources. Vous voyez en rouge un certain nombre d'entre eux qui seraient épuisés à très court terme, le zinc notamment, d'ici une quinzaine d'années. Et on imagine mal comment on va réussir à s'en passer. En tous les cas, on n'est pas prêt à s'en passer. Donc là encore, il est vital d'être capable de le recycler, mais si possible par des procédés sobres, tels qu'un filtre végétal. Et enfin, des métaux toxiques. J'ai abordé le cas de l'arsenic. Malheureusement, il y en a beaucoup d'autres. Le cobalt, le plomb, le cadmium sont des exemples particuliers qui montrent la nécessité d'être capable d'aller dépolluer les effluents qui sont chargés en ces éléments métalliques. Donc ces solutions complètement inspirées de la nature avec ces filtres végétaux ont conduit à la dépollution d'un autre problème, la dépollution de systèmes aquatiques qui sont pollués par les polluants organiques émergents.
dont on parle beaucoup. Perturbateurs endocriniens notamment, ces néonicotinoïdes, hein, ces insectes donc, qui sont extrêmement nocifs, ces polluants extrêmement nocifs pour les insectes pollinisateurs tels que les abeilles, ou également d'autres molécules qui sont des pesticides, herbicides notamment, qui sont très problématiques, fongicides aussi. Eh bien, d'une façon inattendue, on a pu voir que ces filtres d'origine végétale, bien choisis, bien conditionnés, pouvaient résoudre cet autre problème de dépollution des systèmes aquatiques chargés en polluants organiques émergents, voire persistants. Donc, c'était une bonne surprise, donc, qui est en cours d'étude pour comprendre pourquoi ces plantes aquatiques permettent de développer des systèmes racinaires qui sont capables de capter ces polluants organiques. Dans tous les cas, pour l'instant, donc les résultats sont extrêmement encourageants et nous permettent de répondre à une problématique qui nous a été posée, qui est très précise. Vous voyez ici donc des cultures d'ananas. C'est la principale activité agricole en Polynésie française. Et donc, si ces cultures font clairement vivre la Polynésie française, eh bien, elles posent un problème. On a pris l'habitude d'utiliser des herbicides, oui, la structure, mais le nom vous diront peut-être quelque chose, tel que par exemple le diuron, qui sont en fait des herbicides qui certes vont tuer les herbes concurrentes par rapport à l'ananas, mais qui sont extrêmement toxiques pour des algues qui vivent en symbiose avec le corail. Donc c'est assez dramatique parce que ces herbicides tuent sans discernement plantes terrestres et algues. Or, ces algues sont vitales pour le développement du corail. Donc, si on tue les algues, on tue le corail. Le drame, c'est que ces récifs coralliens sont déjà en souffrance à cause de l'élévation de température. Donc, bien sûr, si un stress supplémentaire dû à la pollution par les herbicides, c'est un vrai problème. Donc, on est en train d'étudier un système de dépollution basé sur le même principe en construisant des filtres végétaux capables de capter ces herbicides avant qu'ils se retrouvent dans le lagon polynésien. Donc là, le défi, c'est de construire ces filtres avec les ressources polynésiennes exclusivement. Voilà. Donc, je voulais faire un petit point à ce stade de la présentation. Je vous ai montré que la nature permettait de proposer des solutions pertinentes, y compris à grande échelle, pour restaurer des systèmes terrestres après des activités minières. Donc, c'est quelque chose qui aujourd'hui est opérationnel, y compris à grande échelle. On voit que les plantes aquatiques permettent de résoudre un autre problème tout aussi complexe, c'est-à-dire réussir à dépolluer les systèmes aquatiques, qui soient chargés en éléments métalliques, voire en polluants organiques. Mais bien sûr, résoudre un problème de dépollution pose tout de suite une autre question. Est-ce que ces filtres végétaux chargés en éléments métalliques est-ce que ces plantes terrestres capables de séquestrer les métaux vont être de nouveaux déchets? Donc, c'est une question fondamentale que je souhaitais partager avec vous. Alors, il est bien évident qu'il faut se poser la question très tôt, quand on met au point ces systèmes de dépollution, c'est mais qu'est-ce qu'on va faire? Que peut-on faire avec l'ensemble de ces biomasses chargées en métaux? Donc, je propose peut-être un petit débat via le chat qui vous est proposé pour partager peut-être les solutions qui vous viennent à l'esprit et après discuter, proposer les réponses en fait qu'on essaie de développer. Donc, est-ce que certains d'entre vous ont des idées particulières sur ce qui peut être proposé pour essayer que ces biomasses chargées en éléments métalliques après dépollution ne soient pas de nouveaux déchets et puissent trouver une utilité? Alors oui, Madame Grison, on a des petites réactions, des suggestions dans le chat. On nous parle de valorisation énergétique, point d'interrogation. Est-ce que c'est possible? Alors Voilà. là, oui. Donc je peux tout de suite un petit peu discuter de cet aspect. C'est vrai que quand on pense valorisation de biomasse, c'est une réaction qui est logique. Est-ce qu'on peut intégrer ces biomasses dans une filière de type bioénergie?
Donc la difficulté, évidemment, ça va être de contrôler donc la volatilité de certains éléments métalliques ou des résidus métalliques qu'il va y avoir dans les cendres volatiles. Donc c'est une difficulté réelle, hein, donc il y a des laboratoires qui s'intéressent à ce développement de valorisation, mais avec voilà, cette incertitude vis-à-vis du contrôle et du devenir des aimants métalliques qui vont subir ces opérations de combustion. Mais c'est un véritable sujet qui est en cours d'étude. D'accord, très bien, merci. Il y avait aussi une suggestion sur peut-être réextraire de la biomasse des minéraux filtrés. Oui. C'est effectivement donc une très bonne idée qu'on va aborder dans quelques secondes. Voilà, on va l'aborder en profondeur. Oui, c'est surtout l'idée qui revient dans les suggestions des uns et des autres, récupérer les métaux intéressants, etc. A priori, c'est ce qui corrobore votre prochain propos. Je Tout propose à donc fait. de poursuivre. A priori, Ok. tout le monde est sur la bonne voie. Merci beaucoup. Voilà, bah oui. Merci beaucoup pour ces réactions. Effectivement, c'est l'idée sur laquelle on s'est basé. C'est est-ce que à une époque où on parle de pénurie de ressources minérales, on ne pourrait pas considérer que ces biomasses sont tout simplement des réservoirs naturels de ces éléments métalliques dont l'usage est quand même nécessaire et utile pour beaucoup d'applications. Donc c'est ce que effectivement je vais vous présenter et c'était notre objectif, c'était montrer comment on pouvait récupérer ces éléments métalliques, mais en cohérence avec nos efforts écologiques initiaux, c'est-à-dire les récupérer, les valoriser, mais par des solutions respectueuses de l'environnement, ce qui était un défi au départ. Donc l'idée est bien celle-là, c'est effectivement toutes ces parties aériennes de plantes développées en phytoextraction gorgées de métaux, ou toutes ces poudres végétales qui sont ici des filtres qui ont dépollué donc les aimants métalliques, sont effectivement de très jolis réservoirs potentiels d'éléments métalliques. Mais comment les valoriser dans des procédés qui n'allaient pas impacter à leur tour l'environnement? Sinon, tout ceci n'aurait eu aucun sens. Eh bien, ce qui nous a semblé le plus opportun, c'était pas de les transformer en éléments métalliques pour en avoir un usage en termes de métaux, hein, c'est-à-dire de charges métalliques, par exemple, pour faire des objets en métal, mais de les utiliser dans ce qu'on appelle la catalyse en chimie. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec la catalyse en chimie, en fait, il faut considérer qu'un catalyseur en chimie est à prendre vraiment au sens très, très commun du terme. À savoir que quand on qualifie une personne de catalyseur, c'est exactement la même image que la chimie. Donc, une personne qui est un catalyseur dans un groupe, c'est souvent une personne qui va avoir la bonne idée pour développer, faire avancer un projet qui avait tendance à stagner. En chimie, c'est pareil. Il y a des tas de réactions qui sont très difficiles, qui n'avancent pas beaucoup, qui sont voire même impossibles. On est obligé d'ajouter un catalyseur pour qu'elles soient intéressantes, productives et qu'elles avancent à une vitesse motivante. Il se trouve que ces catalyseurs sont la plupart du temps des éléments métalliques, très souvent. Donc c'est intéressant d'utiliser ces plantes comme réservoir de catalyseurs métalliques. Pourquoi? Parce que la catalyse en chimie fait partie en fait des objectifs de la chimie verte, c'est-à-dire la chimie qui s'est définie vraiment un cadre pour essayer de ne pas impacter l'environnement. Pour différentes raisons, vous allez le voir, et notamment parce qu'on en utilise très très peu pour en fait booster une réaction, faire une nouvelle molécule, faire un nouveau médicament. Et en plus, ce catalyseur métallique, logiquement, doit être recyclable. Donc, c'est un usage qui semble bien adapté à une chimie qui saurait respecter l'environnement. C'est ce qu'on a choisi, en fait, d'étudier, mais en développant de nouvelles méthodes pour préparer ces catalyseurs et les utiliser en chimie, par des méthodes complètement revisitées, en oubliant ce qu'on a fait par le passé, c'est-à-dire pour développer une chimie la plus respectueuse possible de l'environnement. C'est ce que je vais vous présenter maintenant dans cette deuxième partie. Et pour ne jamais oublier que ces catalyseurs dérivent d'efforts écologiques, de dépollution des sols, de l'eau, on a souhaité les baptiser éco-catalyseurs. Pour nous, c'était très important. Pourquoi? Parce que il faut vraiment ne pas oublier en fait que la chimie doit être la force motrice non pas d'une simple activité économique, mais la force motrice des efforts écologiques qui en amont. Donc, je vais vous montrer maintenant ce que sont ces éco-catalyseurs
sans trop de détails techniques, hein, rassurez-vous, ça serait fastidieux de toute façon, mais pour vous montrer en fait qu'ils nous permettent peut-être de réfléchir, là encore, à une nouvelle chimie qu'on souhaite s'inscrire dans les objectifs du développement durable et qu'on souhaite au maximum qu'elle soit à nouveau bio-inspirée, c'est-à-dire qu'elle s'inspire des mécanismes de la nature dans son fonctionnement intime. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Donc on va essayer de partager ensemble l'évolution de cette fameuse éco-catalyse. Donc déjà en termes de procédé, comment on passe de ces poudres végétales ou de ces feuilles chargées en éléments métalliques en un éco-catalyseur. Donc pour que le procédé soit le plus sobre possible, on fait un traitement thermique contrôlé pour concentrer la matière minérale. Aujourd'hui, beaucoup d'éco-catalyseurs ne fonctionnent que sur ce simple principe, un traitement thermique. Parfois, on doit activer ce résidu thermique. Aujourd'hui, on se met comme cahier des charges que ces méthodes d'activation émanent de produits naturels. Donc, on se permet de faire cette étape d'activation que si on a trouvé un ingrédient naturel le plus abondant possible qui va activer cette poudre minérale. Et on obtient directement l'éco-catalyseur. Donc, un procédé sobre, direct, et qu'on souhaite être industrialisable pour pouvoir donc développer le procédé. Donc un éco-catalyseur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le métal que la poudre ou la plante a phyto-extrait, par exemple le nickel du sol ou le manganèse d'une plante qui est dans un milieu aqueux pollué en manganèse. Mais on n'a rien séparé, il n'y a eu aucune phase de purification, de séparation. Ça veut dire que le métal qui a été extrait par la plante, il est en mélange avec tous les cations physiologiques qu'a toute plante. Ainsi, si elle est verte, elle est riche en chlorophylle, eh bien elle possède du magnésium. Bon, comme nous, elle a aussi besoin d'un petit peu de fer dans sa vie quotidienne, de calcium. Tout ça est en mélange. On a appris à faire avec. On n'a absolument pas voulu les séparer, sinon tout de suite on serait rentré dans des procédés qui auraient eu un coût environnemental, mais aussi économique trop important. Donc tout ceci est en mélange, et bien sûr, tout ceci nous amène à générer des matériaux qui au départ étaient un petit peu complexes. Donc il a fallu maîtriser toute leur composition. Puis après, leur morphologie, savoir à quelle forme ils avaient, quelles propriétés ils avaient, quelle structure. Tout ceci a nécessité évidemment des travaux de recherche assez conséquents. On a réalisé, grâce d'ailleurs avec l'appui du synchrotron Soleil, donc une excellente collaboration. Et aujourd'hui, on a une très bonne maîtrise de la structure de ces nouveaux matériaux qui sont d'origine végétale. Et avec des travaux assez théoriques, on a pu calculer en fait par des méthodes de chimie, évaluer l'intérêt de ces nouveaux matériaux parce qu'ils avaient toujours des structures originales que donc la chimie ne connaît pas. Mais on a pu évaluer leur intérêt, leur activité en chimie pour aller sélectionner tout de suite des réactions de chimie où ils pourraient avoir un intérêt, où ils pourraient montrer des performances motivantes et permettre de résoudre des problèmes industriels. On a bien sûr tout de suite ciblé le domaine de la chimie verte, qui est en pleine émergence et qui se met comme cahier des charges de développer des procédés donc à l'empreinte environnementale la plus faible possible. Pourquoi? Pour pénétrer un marché avec des débouchés rapides qui permettraient de montrer donc que cette filière, en passant par l'éco-catalyse, pourrait amener à des revenus économiques qui soutiendraient les efforts écologiques, qui permettraient de financer les efforts de dépollution de l'eau ou du sol. Donc ça, c'était en fait toute notre stratégie. Alors, je vais vous montrer un exemple qui est motivant pour nous. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple du palladium, voilà un exemple d'une presse récente, le métal le plus cher, vol de record en record, explosion du prix du palladium. Alors pourquoi? C'est quelque chose de très concret. Donc j'ai dit tout à l'heure déjà premier problème, donc le palladium, il y en a surtout en Russie, pas beaucoup ailleurs, un tout petit peu en Afrique du Sud, pas vraiment ailleurs. Or, le palladium donc a un usage extrêmement important, ne serait-ce qu'à travers les pots catalytiques. Quand en France notamment, il y avait beaucoup de moteurs diesel, les pots catalytiques contenaient du palladium, mais surtout du platine. Le fait de quitter en fait très rapidement les moteurs diesel pour évoluer vers des moteurs à essence et hybrides a complètement changé les données. Les pots catalytiques se trouvent maintenant beaucoup plus riches en palladium.
Donc, ces pots catalytiques sont pourtant indispensables, hein. Donc, souvenez-vous, hein, ils permettent de catalyser donc la décomposition de gaz toxiques en gaz inoffensifs. Donc, ils sont absolument nécessaires. Mais cette richesse en palladium pour construire ces pots catalytiques a exercé une pression énorme sur la demande en ressources de palladium. Et on sait très bien que la Russie a du mal à répondre à la demande internationale en palladium. Or, ce palladium, j'ai expliqué rapidement, hein, mais vital aussi en chimie. L'industrie pharmaceutique a besoin de ce palladium comme catalyseur pour la préparation de nombreux médicaments. Donc, une ressource précieuse donc sur laquelle donc, il y a une forte pression. On a choisi en fait d'apprendre à recycler le palladium. C'était un défi au niveau du laboratoire parce qu'il n'était pas recyclé en France. Donc, vous voyez ici un réacteur de chimie de l'industrie pharmaceutique qui utilise ce catalyseur au palladium de façon abondante. Pour nous, il était indispensable de traiter les effluents en sortie de réacteur pour récupérer le palladium à l'aide de nos filtres végétaux. Ce qui donc a fonctionné très vite. C'est un des éléments métalliques qu'on aime le plus au laboratoire, qu'on retient le mieux, de façon à générer une poudre végétale riche en palladium et la transformer tout de suite en éco-catalyseur au palladium, que l'industrie chimique peut alors récupérer pour la réengager dans ses procédés. Et ainsi de suite. Derrière, récupérer à nouveau les fluides chargés en palladium grâce au filtre végétal pour le réengager en catalyse. Donc travailler tout simplement ce qu'on appelle en économie circulaire. Donc, tout ceci est possible grâce à ces fameuses plantes aquatiques dont le système racinaire, même mort, même réduit à l'état de poudre, donc peut séquestrer très efficacement le palladium. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, on travaille au niveau du système racinaire, on fait cette poudre et on le transforme en catalyseur. Donc pour montrer un petit peu à quel point en fait des systèmes inspirés de la nature sont extrêmement intéressants en chimie, et c'était pas du tout anticipé pour nous. On ne se contente pas de récupérer le palladium. En fait, cette poudre végétale qui séquestre le palladium nous génère des catalyseurs qui sont complètement nouveaux. En chimie classique, un catalyseur au palladium, c'est du palladium pur, et si possible le plus pur possible. Nous, il n'est pas du tout, puisqu'on a choisi de ne pas séparer le palladium des cations présents dans toute plante. J'ai expliqué tout à l'heure, du magnésium, du fer. On garde tout, on ne veut rien séparer. C'est notre pari initial. C'est un peu osé parce que la chimie ne travaille pas trop comme ça. Mais c'était les objectifs qu'on s'était fixés pour ne pas avoir de séparation à faire. Et aujourd'hui, eh bien, on est tout à fait ravis de voir un peu quelle est la structure de ces éco-palladiums d'origine végétale. Donc cette photo, microscope électronique à haute résolution, vous le montre. Vous voyez plein de petits points noirs. Ils sont des petites particules de palladium, toutes petites, entre 2 à 4 nanomètres. Exactement ce qu'il faut pour avoir un bon catalyseur. D'habitude, quand des particules de palladium aussi petites sont mises en œuvre en chimie, en catalyse, les particules ont tendance à s'agréger tout de suite, à s'agglomérer. Et du coup, tous les atomes de palladium qui sont au cœur de l'agrégat sont complètement inaccessibles aux molécules qui veulent réagir. Du coup, il y a un fort gâchis de palladium, il en faut beaucoup pour faire une réaction. Dans notre cas, on a eu la chance de voir en fait que ces nanoparticules de palladium étaient très stables, étaient donc stabilisées sur la matrice minérale, cette bande grise qui est constituée de tous les cations physiologiques de la plante, le sodium, le magnésium, le calcium, le fer. Et donc ces cations métalliques stabilisent ces petites nanoparticules qui vont plus du tout s'agréger. Du coup, on arrive à avoir des catalyseurs au palladium, des éco-palladiums, qui vont être très actifs dans de grandes réactions de la pharmacie. Les noms ne vous diront peut-être rien, mais peut-être que ces personnages vous inspireront parce que ces réactions au palladium largement utilisées dans l'industrie pharmaceutique ont été développées par donc de grands chimistes, deux japonais, Suzuki, Negishi, et un autre chimiste, Eck, qui ont eu le prix Nobel il n'y a pas si longtemps sur cette catalyse au palladium qui a vraiment révolutionné le domaine de la chimie. Eh bien, les écopalladiums ont permis de revisiter ces grandes réactions, mais en utilisant des quantités extrêmement faibles de palladium, donc qui nous permettent de diminuer la consommation de palladium dans ces procédés de catalyse. Donc ceci est extrêmement intéressant
vu le prix en fait du palladium aujourd'hui. Donc on arrive voilà, à avoir des catalyseurs très performants. Donc ici, c'est une photo en microscope à balayage où toutes les petites particules de palladium sont en blanc, très actives, et donc sont utilisées quasiment à l'état de trace pour faire ces grandes réactions de l'industrie pharmaceutique. Je voulais vous montrer également en fait l'intérêt de travailler à partir de matériaux naturels, hein, pour vous montrer la richesse en fait de la nature et tout son intérêt, toute cette force de la nature en fait qui se différencie clairement de tout ce qui vient de l'industrie métallurgique. Quand on étudie un peu la structure intime de ces écocatalyseurs qui dérivent des plantes, vous voyez ici une plante qui accumule le manganèse sur un site minier en Nouvelle-Calédonie, elle nous a permis de générer des écocatalyseurs, hein, vous voyez ici donc en photo, toujours au microscope, dont les structures chimiques étaient complètement inconnues. C'était une grande surprise pour nous de découvrir de telles structures, voilà, qu'on ne connaissait pas, que l'homme du métier en catalyse ne connaissait pas. Et en fait, on n'arrive pas à les faire. Si on mélange des sels, qu'on veut copier ces catalyseurs, ces écocatalyseurs, on n'y arrive pas. C'est extrêmement difficile, quasiment impossible. Et la plante le fait à merveille. Donc ça nous a beaucoup intrigués et on s'est dit, mais à quoi peuvent servir ces nouveaux sels? Ce sont peut-être de nouveaux catalyseurs, mais il y a tout à découvrir. Est-ce qu'ils sont intéressants? À quoi peuvent-ils servir donc en chimie? Alors, on a creusé un petit peu le sujet. On a identifié dans certains de ces écocatalyseurs, par un simple traitement thermique, des composés qui nous ont intrigués. Un mélange de magnésium et de calcium. Tous les écocatalyseurs qui dérivaient de ces plantes qui accumulaient le manganèse avaient tout le temps des associations de calcium et de manganèse. Donc la première question a été, mais à quoi ça peut servir? Quelle utilité ça pourrait avoir? Et quand on regarde la nature, la photosynthèse est une merveille en termes de chimie naturelle, eh bien, dans les nombreuses étapes de la photosynthèse, il y en a une qui nous a interpellés. À un moment donné, les plantes vont oxyder l'eau en oxygène. Une réaction difficile, hein, quand on en parle à un chimiste, il réfléchit un petit peu avant de proposer une solution. Bon, la photosynthèse, les plantes le font en permanence sous nos yeux, et justement, elles utilisent ce qu'on appelle un cluster, donc un ingrédient dans cette réaction d'oxydation, qui est une association de calcium et de manganèse, qui est très très proche de celle qu'on a générée dans nos éco-catalyseurs à base de manganèse. Et on a vu que leur structure, que vous voyez ici en photo, c'est bâtonné ici, donc ressemblait vraiment étroitement en termes de structure à ceux qui étaient utilisés dans la photosynthèse, c'est-à-dire dans des réactions d'oxydation. Eh bien, l'idée pour nous a été un petit peu de copier, hein, de nous inspirer de la photosynthèse et de nous dire, mais est-ce que nos propres éco-catalyseurs qui associent manganèse et calcium ne pourraient pas être utiles eux aussi dans des réactions d'oxydation? Donc, c'est ce qui a été fait. Et à l'aide de ressources complètement naturelles qui se trouvent dans le pain ou le citron, c'est-à-dire par exemple le pinène, dérivé du pain, limonène, dérivé du citron, eh bien, on a réussi à faire des réactions d'oxydation avec ces éco-catalyseurs, donc en s'inspirant étroitement de la photosynthèse. Et ceci nous a permis eh bien, de préparer, par des voies complètement naturelles, des molécules qui sont les briques en fait, des plastiques biodégradables qu'on essaie aujourd'hui de développer pour remplacer les plastiques si problématiques que vous connaissez. Donc voilà une belle leçon de la nature. La chimie inspirée de la nature est extrêmement puissante, certainement la plus puissante. Et elle nous a permis de revisiter en fait toute la chimie organique, tous ces grands mécanismes. S'il y a des chimistes parmi vous, on pourra en discuter après. Pour ceux qui sont moins familiers avec ces choses, donc là, je voudrais pas que cette présentation soit trop lourde, donc je ne m'étends pas là-dessus. Mais en gros, on a montré que tous ces éco-catalyseurs qui dérivent de la phytoextraction ou de la dépollution de l'eau permettaient de remplacer beaucoup des grands mécanismes de la chimie. Donc, de nombreuses molécules ont été préparées à partir de ces éco-catalyseurs. Donc, quelques exemples d'applications. Le premier sujet qui nous a intéressés, c'était en fait le domaine des biocosmétiques, pas du tout avec l'ambition de faire de nouveaux cosmétiques, hein, mais de s'intéresser aux molécules qui sont sur le marché, qui sont vendues de façon abondante, mais de les faire autrement, et de les faire avec ces procédés d'éco-catalyse, qui ont quasiment aucun intrant chimique,
pour en fait répondre à une demande où l'industrie des cosmétiques veut s'engager dans ces procédés de chimie verte complètement biosourcés les plus naturels possibles. Bien sûr aussi, je voulais montrer à travers l'exemple du palladium, préparer des médicaments, en particulier ceux qui coûtent une fortune. S'ils coûtent cher, c'est qu'il y a très souvent un problème de préparation. Donc on essaie de revisiter ces procédés d'accès aux médicaments en réduisant au maximum leurs coûts pour qu'ils soient plus accessibles. Donc c'est aussi un secteur d'intérêt pour nous. Un autre, eh bien, c'est de mettre sur le marché des molécules qu'on appelle des intermédiaires clés de la chimie, donc des molécules un peu comme des briques, un peu comme les briques élémentaires du Lego, pour construire des structures plus élaborées, mais uniquement à partir des plantes, pour essayer de se préparer à l'après-pétrochimie. Et puis un quatrième sujet qui en fait nous passionne au laboratoire, eh bien, c'est de réfléchir à ce qu'on appelle des agents de biocontrôle, donc des molécules qui pourraient remplacer les insecticides ou les herbicides ou des fongicides, mais toujours en s'inspirant de la nature. Et pour nous, notre guide, c'est d'étudier comment les plantes se défendent contre l'attaque de certains prédateurs, de certains insectes, pour s'en inspirer étroitement, parce qu'on sait qu'elles le conçoivent beaucoup mieux que nous. Et ces plantes, en général, génèrent des molécules qui sont actives à très faible dose, mais surtout qui sont des molécules extrêmement sélectives, donc qui vont être indésirables pour une espèce d'insecte à un moment donné de sa vie, mais qui n'auront aucun effet donc sur la faune ou la flore ambiante, parce qu'il y a un fort degré de sélectivité dans ce qui est émis par la nature. Donc pour nous, c'est une source d'inspiration extraordinaire, qui est d'ailleurs à l'origine de la création d'une autre entreprise au laboratoire. Voilà, pour conclure, je vais montrer un petit peu comment on raisonne en termes de ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. On parle beaucoup de décarbonation aujourd'hui, c'est une volonté affichée au niveau de l'Union européenne. Et donc, on veut s'inscrire dans cette démarche. Et je souhaitais vous montrer un peu le parallèle en analyse de cycle de vie. Je crois que Philippe Garrigues s'intéresse beaucoup à ces aspects, donc il y aura peut-être une réaction d'ailleurs à ce sujet pour en parler de façon plus quantitative. Mais voilà, comment se passe la catalyse chimique classiquement? Comment on essaie de la proposer en éco-catalyse? Donc l'exemple du palladium donc est intéressant. Le palladium, il faut aller l'extraire donc au niveau des minerais dans une version classique, au prix bien sûr de coûts environnementaux forts, hein, destruction paysagère et donc de la biodiversité, déstockage du carbone, production de déchets miniers, érosion des sols, comme je l'ai montré en Nouvelle-Calédonie, qui conduit inévitablement à la pollution des systèmes aquatiques. Ça, c'est la première étape, c'est pour extraire le minerai. Puis après, il faut le transformer dans des opérations métallurgiques, au prix bien sûr d'une empreinte environnementale majeure, tout ça pour alimenter une chimie qui va produire de nouvelles molécules. Donc on essaie de développer une alternative à ces procédés. Le point de départ, vous l'avez vu, c'est l'éco-catalyse qui se nourrit en fait de la dépollution, par exemple de la dépollution d'effluents, en utilisant bien des espèces exotiques envahissantes, en les transformant en poudre pour alimenter ces filtres végétaux dépolluants, ce qui permet de préserver donc la ressource en eau, la vie aquatique. Une fois que ces poudres sont chargées de métaux, on les transforme en catalyseurs, qu'on essaie de mettre en œuvre dans les procédés les plus sobres possibles, avec des procédés d'éco-catalyse où l'éco-catalyseur doit absolument être recyclable. Donc ceci s'inscrit vraiment dans la volonté de répondre aux objectifs du développement durable préconisés par l'ONU. Voilà, donc pour terminer, je souhaitais vous montrer un petit peu quelques visages du laboratoire, parce que bien sûr tous ces travaux représentent un travail collectif important. Donc il y a plein de jeunes chercheurs derrière tous ces travaux. Donc avec une équipe jeune, vous le voyez, hein, les jeunes sont très motivés par ces approches donc à l'interface de la chimie, de l'écologie. Donc voilà, je voulais vraiment les remercier au moins directement et que ce soit sur nos sites en Nouvelle-Calédonie, au laboratoire avec tous les chercheurs donc en chimie, en analyse, en théorie. Les écologues de terrain, bien sûr. Un petit clin d'œil à Lorraine qui nous écoute et donc accueillie au laboratoire pour des recherches en anthropologie, hein, qui sont une richesse pour nous en termes de questionnement, et tous ceux qui assurent la montée en échelle de ces procédés pour qu'ils soient industrialisés et pour vraiment être acteurs
dans le domaine de la résolution des problèmes environnementaux, la préservation de la nature, pour développer tous ces résultats de la façon la plus intense possible. Voilà, je tiens à vous remercier également tous pour votre attention. Et bien sûr, je suis maintenant à votre disposition pour répondre à toutes les questions donc qui vous viendraient et qui vous sont nécessaires. Voilà, donc, je vous écoute maintenant. Merci beaucoup, Dr Grison, pour cette présentation vraiment riche et inspirante. Franchement, assez impressionnant. C'est incroyable finalement tout ce que vous nous avez présenté. Ça donne aussi pas mal d'espoir comparativement à ce que vous nous avez présenté au tout début. En tout cas là, on a envie d'y croire beaucoup. Nous, on a été très impressionnés par tout ce que vous avez présenté. Alors, moi, j'aurais pas mal de questions, mais je vais peut-être d'abord prendre les questions des participants parce que j'en ai vu beaucoup dans le chat. Donc, n'hésitez pas à lever la main que je puisse ouvrir votre micro. Voilà, on a déjà des personnes. Donc, Monsieur Colombe, je vais ouvrir votre micro, allez-y. Je vous écoute, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Moi, carrément, je suis très intéressé en termes professionnels par vos activités. Et je ne sais pas de quelle manière on peut faire pour peut-être mettre en contact avec d'autres collègues ou moi-même pour tout ce qui peut être activité industrielle, quoi. Je vois directement, je sais pas, la valorisation des boues, par exemple, de notre industrie. Enfin, ouais, je vois plein de choses. Alors, je ne sais pas comment on peut faire directement pour se mettre en contact. Oui. En fait, mes coordonnées sont faciles à trouver. Donc, vous avez mon nom sur la présentation et Ouais. mon adresse mail est très simple. Hein, c'est @cnrs.fr. D'accord. Voilà, donc, Et pareil, vous avez parlé des plastiques, là, notamment. Ça aussi, bien sûr, c'est des choses qui sont très, très à la mode. Peut-être mon entreprise vous a déjà contacté, j'en sais rien, mais je suis curieux. Oui, c'est ça. Peut-être que vous pourrez contacter Madame Grison si vous voulez. On peut mettre l'email de Madame Grison. On peut vous l'envoyer. D'accord, ok, très bien. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci. Alors, je vais prendre une autre question. Monsieur Dugoujon, voilà, je vous envoie une invitation si vous voulez ouvrir votre micro. Oui, bonjour, Bonjour. bonjour, merci de prendre ma question. Je suis urbaniste, je travaille dans un bureau d'études qui se concentre sur les problématiques d'écologie urbaine. Et ça fait 2 ans qu'on essaye de monter un programme de recherche multipartenarial sur les questions de filtration des polluants atmosphériques. Oui. Et je voudrais savoir si dans vos domaines dans votre activité, dans vos domaines de recherche, vous traitez aussi les polluants gazeux et les problématiques de qualité de l'air, avec des systèmes de filtration innovants en fait. Oui, alors bon, c'est une très bonne question. En fait, oui, on travaille en fait sur des plantes qui auraient dans leur mode de fonctionnement des capacités à dépolluer l'air, en tous les cas à capter certains polluants. Mais là, on en est vraiment au tout début. On n'a pas la même maturité dans ce domaine que dans le domaine des plantes terrestres ou aquatiques. Mais on a bien conscience que c'est un problème énorme. Voilà, donc on est en phase de recherche sur ces aspects. Mais c'est peut-être encore un petit peu prématuré pour dire qu'on va être très efficace. Je ne peux pas encore le dire. On en a l'espoir, bien sûr. Les plantes qu'on a sélectionnées ont un mode de vie qui est très adapté, donc à la séquestration de certains polluants qui peuvent être présents dans l'air. Pour l'instant, c'est au titre des espoirs et des prémices de recherche. Mais on espère aboutir donc à des résultats intéressants dans quelques mois, voire quelques années. Et du coup, vous travaillez juste, je complète juste ma question très rapidement, vous travaillez sur les espèces végétales, sur des espèces, sur la biomasse transformée ou sur l'espèce végétale à l'état naturel? Alors là, c'est à l'état naturel et sur des plantes D'accord. vivantes. Voilà. Ok, très bien, Qui merci. logiquement sont bien faites pour ça. Oui, Merci beaucoup. je vous en prie, merci. Alors, je vais prendre la question de Madame Forlini. Je vais ouvrir votre micro. Bonjour. Bonjour Madame Forlini. Merci beaucoup pour la présentation,
C'était vraiment, vraiment très intéressant. Donc, moi, je travaille dans l'industrie chimique. Donc, du coup, c'est vrai que je vois un intérêt vraiment énorme de vos travaux. Bravo. J'ai plein de questions. Alors, je vais peut-être pas toutes les poser, mais par rapport aux plantes envahissantes que vous récupérez, est-ce que ça Oui. veut dire qu'elles viennent déjà de zones polluées ou qu'elles peuvent se développer dans des zones non polluées? Alors, la plupart se développent dans des zones non polluées. Donc, elles se développent de façon intense, tout simplement parce qu'en fait, elles ne sont pas locales, hein. Elles viennent très souvent d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. Donc, n'étant pas dans leur habitat naturel, elles n'ont absolument aucun prédateur. Le réchauffement climatique leur convient très bien. Donc, elles prolifèrent de façon anarchique. Mais le milieu est très généralement non pollué. D'accord, ok. Et quand vous dites, quand vous avez parlé là de la menthe avec notamment ses fleurs, Oui. quand une plante est utilisée pour dépolluer, est-ce que le pollen, par exemple, est pollué? Est-ce que ça peut avoir un impact sur les abeilles et éventuellement le miel? Oui, oui, c'est une question clé. Donc, on a commencé par s'intéresser à ces aspects-là. Donc, parce que la menthe aquatique nous intéressait pour la qualité du nectar, dont on avait vu que d'un point de vue nutritif, il était vraiment idéal pour les abeilles. Et en plus, la période de floraison qui est assez tardive est aussi complémentaire et utile parce que en général, elle fleurit à un moment où il n'y a plus beaucoup d'inflorescences disponibles. Donc, on a commencé par regarder ces aspects. Et donc, dans des conditions, je vais dire, relativement normales. Alors, la menthe aquatique n'est pas invasive, hein, c'est vraiment une plante locale. Hein, mais si on l'utilise à des fins de dépollution, il y a très très peu de transfert vers les parties aériennes. Donc ça, c'est la première chose. Donc du coup, c'est une façon, en fait, c'est un mode de protection hein, si elle était utilisée dans un milieu pollué vivante. Et très souvent, ce qui se passe aussi, ça a été le cas pour certaines plantes terrestres que j'ai présentées, notamment dans le Gard. Quand les plantes mettent de l'énergie à fleurir, en général, elles sont beaucoup moins actives dans la séquestration des polluants. Bon, ça peut se comprendre en termes de coût énergétique. Toute l'énergie est mise dans la production des inflorescences et du coup, donc, elle n'accumule plus beaucoup. Donc en fait, c'est aussi une opportunité, hein, une chance qui limite les risques de contamination. Mais pour l'établir de façon vraiment très, très solide et très rigoureuse, parallèlement à la menthe aquatique, les deux plantes du Gard que j'ai présentées, en particulier la légumineuse sur laquelle j'ai un peu insisté au début, a des inflorescences qui sont visiblement attractives pour les abeilles. Et on a travaillé pendant 3 ans en lien étroit avec un apiculteur qui a vraiment joué le jeu, qui a été vraiment formidable, qui a en fait installé des ruches à proximité de ces espèces pour voir s'il pouvait y avoir une contamination des produits apicoles, due à ces plantes hyperaccumulatrices de zinc et donc au passage des abeilles. Donc ce travail a été long parce que la réponse était très importante. Et au bout de 3 ans, on s'est rendu compte que la qualité du miel était tout à fait acceptable et répondait donc à des normes classiques de consommation. Et sa qualité a été tout à fait digne de ce qu'on peut imaginer, en tous les cas d'aussi bonne qualité que les miels qu'on peut produire en milieu urbain. Il n'y avait pas de problème particulier. Ça pose plein de questions, hein, d'ailleurs. Donc, on est sur un autre projet pour comprendre tous ces phénomènes hein, qui sont très subtils, qui sont non seulement dus au fait que j'expliquais, hein, quand les plantes fleurissent, elles n'accumulent plus les éléments métalliques, mais on est sur une autre piste qui viendrait des abeilles elles-mêmes, qui font un travail formidable qu'on n'avait pas du tout imaginé, en fait, de séparation d'éléments métalliques. Je pourrais vous en parler un petit peu plus longuement, peut-être plus tard, parce que c'est un projet qui est en cours. Mais voilà, on est en train de découvrir des choses assez exceptionnelles au niveau du travail des abeilles, de la reconnaissance, du tri qu'elles font entre ce qui est nutritif, ce qui peut être polluant ou indésirable. D'accord, merci beaucoup. Juste deux, trois choses. Peut-être, est-ce que vous travaillez sur des substances radioactives pour la dépollution de sites radioactifs? Est-ce que c'est des choses qui sont envisagées? Alors oui, c'est quelque chose qui peut être envisagé, qu'on a discuté quelques fois. Là, on ne le fait pas actuellement parce que en fait, il faut bien sûr toute une infrastructure, des équipements particuliers, des habilitations particulières. Donc notre seule possibilité de le faire et de l'étudier, en fait, c'est d'aller travailler
chez quelqu'un qui a cet équipement, ces habilitations. Donc, ce sont des choses qu'on a discutées, mais qu'on n'a encore pas mises en œuvre. D'accord, parce que je pense que c'était un vrai sujet avec Tchernobyl notamment, donc je me posais la question s'il y avait des solutions pour dépolluer ces zones-là. Merci. Et dernière chose sur la Polynésie, votre exemple que vous avez donné là sur les pesticides et essayer du coup de capter ces pesticides dans les effluents, quid des eaux souterraines? Alors l'idée pour nous, en fait, c'est de capter les herbicides en bas des cultures d'ananas qui sont toujours sur des zones pentues. L'idée, on a toujours un petit peu d'ailleurs cette même démarche, c'est de capter les polluants le plus tôt possible lorsqu'ils sont émis, avant, donc en fait qu'ils polluent tout, parce qu'après c'est très très difficile à rattraper. Donc voilà, donc on est au niveau du laboratoire, les résultats sont validés. Maintenant, on réfléchit à des prototypes qui permettraient vraiment de piéger les herbicides en bas de pente, avant, je veux dire, échappement dans le milieu naturel et la première rivière, qui effectivement après sera difficile à contrôler. D'accord. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci pour votre question. Ah, Monsieur Levard. Oui, bonjour Madame Bonjour. Gruson. Merci beaucoup effectivement pour cette présentation très très inspirante. Donc moi c'est Clément Levard, je suis chargé de recherche au CNRS, au CEREG, près d'Aix-en-Provence. J'avais une question sur les métaux critiques. Vous avez parlé notamment des terres rares. Je voulais savoir si vous aviez identifié des espèces terrestres ou aquatiques qui ont une certaine sélectivité par rapport à ces terres rares, et si vous aviez pu travailler sur des éco-catalyseurs qui contiennent en partie des terres rares. Oui. Alors oui, il y a une certaine sélectivité, donc qui n'est pas totale, hein, c'est pas aussi simple que ça, mais en jouant sur des paramètres physico-chimiques en fait du phénomène de biosorption, hein, parce que comme je vois que voilà, vous êtes chercheur, c'est des choses que vous connaissez bien, on arrive à avoir une sélectivité intéressante, et certains ont été étudiés en éco-catalyse. En général parce qu'on a voulu se comparer aux catalyseurs en fait identiques. C'est notre souci à chaque fois. Je pense notamment, au cérium. On a voulu cérium, scandium, qui sont très utilisés en chimie de synthèse. On a voulu voir si on avait une plus-value par rapport aux catalyseurs conventionnels. Voilà. D'accord, vous avez une publication sur ce sujet-là ou c'est... Alors, il y a un brevet qui est maintenant paru, donc qui est à disposition. Et si vous voulez, c'est pareil, on peut en discuter après la présentation. On peut échanger sur le si vous le souhaitez. Je vous recontacterai, oui. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Merci. Alors, je vais demander peut-être aux personnes qui ont déjà posé leurs questions de ne plus lever la main, à moins qu'ils aient d'autres questions, pour pouvoir laisser tout le monde s'exprimer. Alors, je vois Monsieur Rivet. Monsieur Rivet, je ne vous ai pas encore interrogé, n'est-ce pas? Alors, je vous ouvre le micro. Bonjour, Monsieur Rivet. Bonjour. Ma question, c'était, est-ce que vous avez une idée du gisement de matière, au moins dans celle que vous étudiez, et si ça pouvait servir éventuellement à couvrir nos besoins actuels ou pas? Oui, c'est une très très bonne question aussi. Il faut distinguer deux cas. Il y a le cas premier, hein, des plantes terrestres qui font de la phytoextraction. Donc là, bien sûr, les ressources sont complètement tributaires de l'adaptation de la nature, hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcer ni contrôler. Donc il y a une inégalité entre l'abondance de ces plantes hyperaccumulatrices et des métaux qu'on peut phytoaccumuler. Donc il y a une forte abondance, une forte diversité d'espèces hyperaccumulatrices de nickel, donc qui est tout à fait intéressante. Donc là, il y a une ressource non négligeable. Un peu moins pour d'autres éléments métalliques comme zinc, cuivre, qui est un petit peu délicat, ou manganèse. Après, le vrai problème pour moi, au-delà de la quantité et de l'abondance, c'est que le cahier des charges qu'on s'est mis, et beaucoup de collègues en écologie en eux-mêmes, c'est de ne développer ces plantes que là où elles se sont adaptées. Et surtout, de ne pas faire d'échange. Je vous explique un cas concret qui a été fait par un collègue américain qui est venu chercher une plante qui accumulait le nickel en Turquie. Il trouvait qu'elle avait des aptitudes agronomiques à concentrer le nickel qui étaient énormes, et puis les installer dans l'état de l'Oregon,
ou donc elles sont devenues invasives. Donc voilà, c'est l'exemple évidemment à ne pas suivre. Donc la limite, je veux dire, à la phytoextraction, c'est qu'on ne peut mettre en œuvre ces procédés que là où les plantes se sont adaptées ou à proximité de leur habitat naturel. Donc ça, c'est la vraie contrainte. Maintenant, pour compléter la réponse, dans l'autre cas, qui est donc la dépollution des systèmes aquatiques, comme on travaille sur des plantes mortes qui sont devenues inoffensives, on n'est pas du tout exposé à ces problèmes donc de plantes qui ne sont plus dans leur habitat naturel. Et là, la ressource, je veux dire, malheureusement, est énorme. En fait, ce sont des centaines de tonnes chaque année qu'il faut aller chercher en fait dans nos affluents, qui sont en train, donc, comme j'ai expliqué, hein, d'étouffer la vie aquatique. Donc là, je veux dire, la ressource dépasse les besoins et on sait que ce sera de pire en pire. Donc là, je veux dire, c'est trop abondant quelque part pour alimenter une filière comme ça. C'est-à-dire, on ne va pas résoudre, ou alors il faudrait vraiment se développer de façon très très intense, mais ce sera difficile d'absorber toute la ressource. Je veux dire, voilà. Merci. Merci à vous. Alors, Monsieur Foulon. Monsieur Foulon. Allô? Si vous voulez ouvrir votre micro, c'est à vous. Non. Ah non, je vais passer. C'est une dernière fois, Monsieur Foulon? Peut-être encore? J'essaierai de revenir vers vous tout à l'heure. Monsieur Colombe, déjà non? Non, non, je suis désolé. Oui, oui, vous, deux fois. Monsieur Leblond. Ah, on n'arrive pas à ouvrir les micros là. Oui, Ça y est, vous bonjour m'entendez? Monsieur Leblond. Bonjour. Alors, merci pour cette présentation. Moi, je suis référent Cité Sols Pollués dans la gestion des sites industriels classés pour la protection de l'environnement. Et j'avoue que je serais content de voir des mesures de gestion qui intègrent la phytorécuration un peu plus souvent. Moi, j'ai une question un petit peu embêtante. En fait, vous avez mentionné à un moment le fait que les entreprises minières, notamment, étaient au financement derrière les projets de recherche, ce que je trouve plutôt positif. Par contre, est-ce que c'est pas un prétexte à continuer à développer des activités de manière un peu moins scrupuleuse en se disant que de toute façon, il y a la phytoépuration pour résoudre le problème? Alors oui, je comprends votre question, hein, elle est légitime. Dans les cas qui nous intéressent, donc qui concernent donc surtout la Nouvelle-Calédonie, donc il y a deux choses. D'une part, c'est une obligation réglementaire. Donc les opérateurs miniers sont obligés de mettre en œuvre des programmes de phytoremédiation. Le code minier les oblige à le faire. Chaque province donc a un code minier qui est quand même assez contraignant. Et je crois quand même, on a la chance quand même de travailler ensemble, c'est-à-dire ils ont un responsable environnement, responsable biodiversité, donc c'est vraiment un travail partagé. Je pense qu'ils ont bien conscience que les efforts de réhabilitation, la durée de ces efforts sont tels que le mieux quand même, c'est de ne pas impacter l'environnement. Il y a une disproportion énorme, je pense, entre je veux dire, le temps, l'énergie à mettre pour restaurer des sites miniers et donc la facilité avec laquelle on les dégrade. Donc il y a un tel décalage, je pense qu'on est tous conscients que la meilleure solution, c'est quand même de ne pas dégrader et impacter l'environnement. Je pense que ça, c'est une conclusion partagée. Voilà. Ok. Je sais pas si ça répond à votre interrogation. Oui, oui. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Foulon, on va réessayer si vous voulez.
Non, votre son est coupé en fait, Monsieur Foulon. Si vous voulez, vous pouvez nous poser votre question dans le chat et j'essaierai de la poser à Madame Grison. Alors, Madame Fumeau, si vous voulez ouvrir votre micro. Non plus. C'est la grève des micros. Bon. Monsieur Dupuis. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai juste une question par rapport à quand vous parliez de Saint-Laurent-le-Minier. Vous disiez Oui. que restaurer un couvert végétal de plantes tolérantes ou hyper accumulatrices, ça permettait ensuite de retrouver des, euh, des espèces communes qui n'avaient pas ces capacités-là. Et ça me paraît très étonnant que ce soit une question de diminution des concentrations en métaux dans les sols qui permettent à d'autres plantes de s'installer. Je voulais juste savoir comment ça se faisait du coup. Ah bah, je pense que c'est un ensemble de choses, hein. Ça n'est pas que la capacité, je vais dire, à extraire les métaux qui est derrière ce résultat. Donc, comme je l'ai expliqué, on a eu la chance sur ce site d'avoir une légumineuse qui a réintroduit donc de l'azote dans le sol. Donc en fait, donc c'est un, je veux dire, c'est un concert de paramètres positifs et additionnels. Je pense qu'un des critères forts, au-delà d'une diminution, je vais dire, de la concentration en éléments métalliques, c'est un réenrichissement du sol en nutriments. Donc, pour moi, Ok. je suis persuadée que ça a été un critère très fort. Voilà. Ok, ça marche. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Oui. On va voir. Donc, Monsieur Foulon, je veux bien réessayer une dernière fois. Peut-être. Toujours pas. En attendant, docteur Grison, on a quelques questions qui sont aussi dans le chat, notamment une question de Monsieur Richard qui nous demande en fait si vous aviez identifié des plantes qui peuvent absorber le mercure et les cyanures sur les terrains miniers. Alors en fait, le mercure, le scénario est suivant. On sait en chimie, le mercure est très volatile, hein. C'est un des métaux donc qui est volatile. D'ailleurs, à température ambiante, il est liquide, non solide. Et donc les plantes qui savent accumuler le mercure s'en débarrassent très facilement, le volatilisant dans l'air. D'accord. Voilà. Donc malheureusement, dans un cas comme ça, on ne peut pas utiliser la technique pour dépolluer une zone qui est contaminée au mercure. C'est un petit peu le contre-exemple, malheureusement. Monsieur Richard, c'est bien aussi, comme ça, Oui. ça me permet de voir l'éventail de possibilités. Oui. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, je crois que notre président nous a quittés, mais il nous demande s'il y a des applications possibles à la contamination au chlordécone, par exemple. Alors, la chlordécone fait partie en fait des insecticides sur lesquels nous avons beaucoup travaillé, parce que c'est effectivement un sujet dramatique. Et donc, on est très fiers d'avoir trouvé un biosorbant capable de le récupérer de l'eau. D'accord. Donc, c'est dépolluer une eau qui est contaminée par la chlordécone. Voilà, c'était un objectif qui nous tenait vraiment à cœur vu la situation qu'il peut y avoir notamment dans les Antilles. Donc, c'était un sujet important. Et donc, c'est un résultat qu'on va publier sous peu. D'accord, super, félicitations. Et donc, avec une volonté de mise en place Oui, ben, c'est tout à fait possible, oui, de mettre en place ce système. Donc, dans les Antilles, c'est à réfléchir, bien sûr, mais les résultats et la technologie donc, existent et maintenant de façon performante. D'accord. Et en termes de coût, Madame Grison, je me posais la question justement par rapport éventuellement à d'autres techniques. Finalement, on voit que c'est quand même assez vertueux. Donc, Ben, le système de dépollution de l'eau, en fait, est relativement simple.
C'est pas du tout le schéma des plantes terrestres, hein, où il faut du temps, et les plantes poussent difficilement parce que le sol est pollué extrêmement. C'est dur, hein, et on est tributaire des possibilités de ces plantes à se développer, donc c'est compliqué. La dépollution de l'eau répond à un schéma beaucoup plus rapide. En fait, c'est quasiment instantané. Le temps de contact entre le polluant et le biosorbant pour retenir en fait, ce polluant est très court. C'est 30 secondes de moyenne. C'est-à-dire que ce sont des scénarios qu'on arrive à optimiser, mais aussi à automatiser sur place. C'est pour ça que j'ai montré quelques photos de pilotes, puisqu'on peut se rendre sur place pour mettre en œuvre ces technologies de façon instantanée, rapide et efficace. Donc, c'est quelque chose qui est encourageant et qui repose sur des techniques donc de physico-chimie qu'on connaît bien, la théorie de l'absorption. Donc, c'est très simple à mettre en œuvre et ça a la même robustesse que des technologies avec des matériaux synthétiques. Ce que j'aime bien dire, c'est que des fois, on pense qu'avec des matériaux naturels, il va y avoir de la fluctuation, un manque de reproductibilité. Eh bien, non. Et ça, on est fiers de le démontrer à chaque fois, de montrer que ce sont des procédés qui sont tout aussi reproductibles et fiables que des procédés qui émanent de matériaux synthétisés et donc complètement artificiels. Voilà. Donc le coût pour nous n'est pas donc très onéreux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une start-up qui s'est lancée, qui a fait une étude de modèle économique et qui a considéré que c'était rentable. Merci beaucoup. Je crois que, voilà, s'il y a encore une question, une ou deux questions, on peut encore les prendre. Sinon, bah voilà, notre président est revenu. Philippe. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir Claude. Écoute, merci pour cette présentation. J'étais toujours là et j'étais pas parti en fait. Ah, je croyais que tu étais parti. Voilà, c'est la directrice qui n'a pas voulu me laisser la parole. Alors, pour revenir sur la chlordécone, en fait, globalement, tout est pollué là-bas, à la fois les sols, les eaux marines dans les baies et aussi les eaux douces. Et moi, je pensais surtout au problème d'aquaculture lié à l'aquaculture de l'écrevisse Wassou, donc en fait, qui se fait dans des enclos relativement contrôlés. Donc, je me disais que là, il y aurait potentiellement à pouvoir appliquer assez facilement une telle technique. Enfin, j'en sais rien. C'est ce que j'avais. Oui. On pourra discuter si tu veux. Hein. C'est voilà. Je pense que voir un résultat comme ça, en fait, c'est toujours pareil. Je pense que c'est intéressant si on se projette dans son utilisation et on serait vraiment ravis de contribuer à quelque chose dans le domaine. Hein. Techniquement, pour moi, c'est possible. Non, bien sûr, tout ce qui est montée en échelle et réalisation sur le terrain est à réfléchir, à mûrir, mais donc il y a une possibilité technique qui est certaine. D'accord, très bien. Merci encore pour avoir répondu positivement. Merci beaucoup. Merci Philippe. Je ne vois pas d'autres questions live. J'en vois par contre une de Monsieur Galion dans le chat qui nous demande si, Dr Grayson, vous vous intéressez également à la bioépuration des champignons, notamment en ce qui concerne les polluants métalliques. Alors, c'est fait partie d'un projet je développe avec un collègue. Donc, je suis absolument pas une spécialiste des champignons et je sais que la culture des champignons, c'est pas forcément si trivial que ça. Donc, en fait, c'est un sujet que je travaille en collaboration avec un collègue en écologie qui, lui, est spécialiste en mycologie et qui est en charge de la partie culture et moi de l'étude de la dépollution. Parce que c'est vrai que on sait très bien que les champignons ont des atouts incontournables dans le domaine. Donc, c'est un sujet d'étude qui est au stade de recherche. Merci beaucoup. Écoutez, je pense que on a fait à peu près le tour des questions. Le débat a été assez riche et vous avez eu beaucoup de questions. Je remercie toutes les personnes qui ont posé des questions et toutes les personnes qui ont assisté à cette conférence. Peut-être, Dr Grayson, pour finir, comment on peut vous aider? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Est-ce que vous avez des besoins? Oui, bien sûr. Une volonté dans tous ces travaux, je ne sais pas si j'ai eu le temps de bien l'exprimer, mais en fait, ça correspond un petit peu aussi à la question de Philippe, c'est-à-dire quand on a une technologie comme ça, donc le souhait, en fait, c'est de la partager.
Et c'est de la partager parfois beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer, en développant des projets qui sont pas uniquement des projets de recherche, voire des projets pilotes, mais de les développer en lien étroit avec des populations locales, parce que c'est extrêmement important pour nous, hein, c'est notre motivation principale. Et donc de développer un petit peu ce qu'on appelle des projets partagés de sciences participatives. Et ça, oui, vous pouvez nous aider énormément là-dessus. C'est quelque chose qui est important et qui est une richesse énorme dans le milieu de la recherche et qui nous motive énormément. Et c'est pas toujours si simple, c'est pas toujours très bien reconnu, il n'y a pas beaucoup de dispositifs pour mettre en œuvre donc cette façon, si vous voulez, de partager des résultats de recherche. Donc oui, si. Écoutez, nous, on a des projets, on a des idées sur ce côté sociétal et vous ne la voyez pas, mais on a notre chargé de projet géologue qui vous fait un grand cœur et qui trouve ça absolument super parce que ça fait partie de notre cœur de métier de partager aussi. C'est formidable, c'est vraiment très important, donc c'est très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur Grison, pour cette présentation extrêmement inspirante et très riche. Et on a énormément appris. Et puis, je remercie Mathilde, qui est toujours là pour la logistique derrière cette conférence et puis aussi toute l'équipe de la Fondation. Encore à nouveau, merci, docteur Grison, et puis à vous tous de nous avoir suivis. Je vous dis à la prochaine fois pour, donc ce sera je n'ai plus la date exacte, de mars. Le 25, on me dit le 25 mars, sur la dynamique des populations animales avec le docteur Le Breton. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous sur ce nouveau jeudi de la Fondation. Et puis, je vous dis une bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.